Installée depuis 2005 en France et résidente actuellement près de Villeneuve-sur-Lot, Alan Sanchez est un peintre américain né à Detroit, dans le Michigan. Sa famille est d'origine mexicaine et il garde des attaches à Phoenix, dans l'Arizona. À Detroit, où il a vécu toute sa jeunesse et sa scolarité, il a choisi de développer sa passion précoce du dessin et il a reçu une première formation complète, classique, histoire de l'art, dessin, modèle vivant, peinture à l'huile, acrylique, etc., au Center for Creative Studies. Cette grande cité historique de l'automobile dispose d'un important et très riche musée des beaux-arts, qui est connu aussi pour la grande fresque de Diego Rivera. Parmi les professeurs qui établirent dès ses débuts une influence stimulante, Alan Sanchez cite volontiers Carol Todd, un artiste qui réalise des bronzes figuratifs, par exemple des animaux dans la tradition de Pompon, très raffinés et avec humour, basés sur des dessins aux lignes simples, le tout avec une grande rigueur, beaucoup de savoir-faire et une exigence de qualité du travail, le dessin, la découpe, la soudure, la patine des bronzes notamment. Au début des années 80, sélectionné pour aller étudier en résidence à la New York Studio School, il ouvre grand les yeux sur tout ce qui se passe à ce moment dans la pointe de Manhattan. Au cœur de Greenwich Village, la New York Studio School occupe le bâtiment qui a été celui du musée Whitney et est alors entouré jusqu'aux entrepôts transformés en loft par un nombre étonnant de galeries d'art contemporain, plus de 200. En effet, cette décade des années 80, sous la présence de Ronald Reagan, correspond d'abord à un boom financier, les débuts de la financiarisation sans frein. Beaucoup d'énergie et de créativité, nuit et jour, dans cette société du spectacle, performance, la danse, le street art, et dans les nouveaux médias, vidéos, etc. Mais c'est aussi l'époque du sida, de la musique punk. D'où le choix des images ici de ce qui a été l'environnement artistique dominant à l'époque, Keith Haring, Andy Warhol, Basquiat, mais aussi Rauschenberg, qui est déjà ancien à l'époque, mais qui propose sans cesse des choses différentes. Alan Sanchez ne cesse jamais de dessiner et de peindre, mais il saisit une opportunité, celle de travailler dans l'atelier du designer Terence Main. Il occupe une place importante dans la réalisation, par exemple, des throne chairs, et l'exemplaire que vous voyez ici est entré dans la collection du musée d'art moderne à New York, où il est exposé. La table qu'Alan Sanchez a conçue et commercialisée en tant qu'entrepreneur est un assemblage astucieux de 4 panneaux coupés comme des arches qui s'emboîtent les uns dans les autres et qui peuvent donc être expédiés avec le dessus en verre dans un emballage plat. En 1999, la couverture d'un grand magazine de design américain montre des lampadaires conçus et réalisés en nombre par l'atelier d'Alan Sanchez. Les 2 autres photos correspondent à des aménagements intérieurs de salles de bar et de restaurants. On y voit le travail du métal avec des motifs d'une écriture non alphabétique. En parallèle de cette activité, Alan Sanchez n'a pas cessé de peindre et de dessiner. Exemple, avec cette série commencée et exposée pendant sa résidence à la New York Studio School. Les journaux américains, en particulier le New York Times, dans son édition du week-end, comportent plusieurs cahiers de 16 ou 24 pages, et Alan Sanchez s'est un jour décidé à utiliser la pile de papier qui commençait à s'accumuler dans un coin de la pièce, et de s'en servir comme support pour obtenir ce qu'on appelle des palimpsestes. Au total, il en a produit 160 sur une durée de 10 ans, car ça a été un succès dès la première exposition dans une galerie new-yorkaise. La notion de série mérite qu'on s'y arrête. Il y a la production en série, à l'identique, dans l'industrie, mais dans le domaine artistique, la série désigne au contraire cette façon de rechercher des possibilités, des variations, d'explorer les différences. Réalisée en 2015, Femme est une série courte.
Ici, il n'en manque qu'une. Ce sont des petits formats, comme des cartes postales, et l'ensemble des 11 compositions a été peint en 3 jours. On voit bien que le but n'est pas d'obtenir quelque chose qui serait de mieux en mieux. Ce n'est pas non plus un exercice qui se répète, mais un ensemble qui se constitue et qui prend un sens global. Ici, permettez-moi cette perception subjective, l'obstination du peintre entre en écho avec l'enfermement de son modèle qui semble gesticuler en vain dans sa case formelle, comme si cette série formait une bande dessinée, sans parole bien sûr, puisqu'il s'agit surtout de voir. Mais une série peut être conçue sur un plan plus abstrait. La série qu'Alan Sanchez nomme Espace interrompu correspond tout à fait à une notion moderne et surtout très compréhensible des mathématiques, ce qui s'appelle une topologie. Une topologie se définit par un lieu, ici la surface à l'intérieur du cadre, et une logique qui va s'appliquer aux éléments de l'ensemble. En mathématiques, on parle aussi d'une loi de composition, et on retrouve le même terme pour décrire un tableau. Dans la série Espace interrompu, dès ce premier exemple, on voit que les éléments sont des segments de droite, des bandes plus ou moins larges, qu'il y a des courbures possibles, des intersections, des interruptions, comme une circulation de fluide. Ce tableau s'appelle Agua Azul, du nom des chutes d'eau dans la région du Chiapas. Un deuxième espace interrompu met en présence peu d'éléments, un point, 2 segments anguleux seulement, mais la composition évoque des relations entre eux. Dans ce troisième espace interrompu, on retrouve des éléments semblables, mais entre lesquels se crée une dynamique différente. Rapport des formes entre elles et rapport des formes au fond, qui change aussi, comme un élément de la topologie. Dans le dernier exemple de cette série, la couleur noire en aplat, dans les formes géométriques à dominante rectiligne, entre en contraste avec les marbrures du fond, de telle sorte que chacun peut avoir envie de formuler ce rapport avec un paradigme qui viendra à l'esprit dans le moment de la perception. La liste lisible sur l'image n'est pas exhaustive, c'est une œuvre ouverte aux interprétations, comme dirait Umberto Eco. La série que nous allons voir intégralement maintenant est composée de 4 peintures à l'huile de même format, même disposition verticale. Alan Sanchez était allé en voyage au Mexique en 1992 et c'est bien des années plus tard, en 2015, qu'il lui vient l'idée de peindre 4 villes mexicaines à partir d'impressions et de souvenirs qu'il métabolise, qu'il transforme, qu'il transpose en éléments visuels. Dans le premier, Mexico City, on retrouve des bribes d'architecture et l'eau dans la ville. Mais bien sûr, on peut apprécier le tableau sans vouloir en déchiffrer le code personnel. Il a sa propre cohérence formelle, chromatique, à laquelle on peut être sensible sans aller chercher le détail diabolique de chaque élément représenté. Oaxaca. Palenque, la cité maya. Avant même qu'Alan me dise quel était son souvenir de Palenque à l'origine de cette composition, je la trouvais déjà très harmonieuse. Il se souvient de la forêt environnante, et les barres colorées évoquent le chant polyphonique et puissant des oiseaux la nuit. Puerto Escondido, grande plage en bord de mer, environnée de montagnes. Mais, encore une fois, ce déchiffrement est-il nécessaire? Pourquoi veut-on plutôt reconnaître que rester devant l'inconnu? Cette série me rappelle le faux problème des musiques à programme, des musiques descriptives. Est-ce que lorsqu'on écoute l'orchestre jouer les tableaux d'une exposition de Moussorgsky, on peut reconnaître la grande porte de Kiev ou le jardin des Tuileries? Et en écoutant Une nuit sur le Mont Chauve, qu'est-ce que vous voyez? Alors voilà, Alan Sanchez appelle ce tableau Puerto Escondido. Avec la série des natures mortes, nous allons pouvoir nous rassurer. Les bouteilles, le bol, les fruits sont bien identifiables. La table avec sa nappe qui fait des plis qui pendent vers le bas. Il y a des ombres, du relief, de la vie. Et on comprend mieux d'ailleurs que les pays du Nord et les Anglo-Américains parlent de vie immobile, still life, ou vie calme, là où nous avons en français un vocable sinistre, nature morte. Cette grande still life, nature morte, devant une fenêtre,
peut faire penser au travail de Matisse à la fin de sa vie, quand il découpait des formes directement dans de grands papiers de couleur. Ici aussi, on a de grands aplats qui viennent se juxtaposer ou se superposer. Et ce qui est remarquable, c'est la palette. Une douzaine de couleurs seulement, des jaunes ocre et des rouges, un violet, du blanc et du noir, suffisent à donner un dynamisme et du relief. Ce tableau présente quelques particularités. C'est un tondo, peint sur deux morceaux de MDF, un bois aggloméré, assemblés pour former un disque. Et ce tondo est très grand, 2,10 m de diamètre. C'était un défi technique, mais aussi et surtout un défi artistique, puisque Alan Sanchez, tout en restant dans le genre nature morte, l'aborde avec des ambitions originales. Il réussit un équilibre entre la rigueur des lignes droites et des formes fluides, organiques, des fruits. Les couleurs sont traitées en aplat, il n'y a pas de dégradé, et pourtant des volumes se dégagent. Sa perspective n'est pas fuyante vers un horizon lointain, au contraire, les fruits viennent généreusement vers nous. C'est un tableau généreux, et c'est un tableau joyeux, qui donne la banane. Au cœur du tableau palpite une orange sanguine. Dans la palette des couleurs, il y a deux grandes familles de couleurs chaudes et froides qui, là aussi, se complètent en toute simplicité apparente. Les oranges et les roses sont mis en lumière par des turquoises et des jades. Pas de dégradé, mais une astucieuse juxtaposition de nuances de rose dans l'ananas. Sur la droite a lieu une rencontre assez audacieuse de presque toutes les couleurs du tableau autour du point le plus rouge, le plus vif. Quand j'ai vu pour la première fois, ce tableau m'a irrésistiblement fait penser à un vitrail, par sa luminosité, sa forme, les lignes noires comme des plombs qui séparent chaque zone colorée, et puis le sujet, cette nourriture offerte pour tous, qui se multiplie miraculeusement pour les spectateurs successifs ou simultanés, comme dans l'épisode des Noces de Cana. Chacun peut prendre sa part. Banane, avocat, ananas. Régalez vos yeux, il y en a pour tout le monde. Sans transition, Récit de vie, c'est le titre qu'Alan donne lui-même à l'ensemble de ses autoportraits et portraits de couple. Je me contenterai donc de citer le philosophe colombien: de l'œuvre d'art, comme de l'individu, seule une œuvre d'art peut parler avec pertinence. Oui, seule une œuvre d'art peut parler avec pertinence d'une œuvre d'art ou d'un individu. L'autoportrait de droite porte un titre qui précise « Moi, le bien et le mal ». À gauche, le titre est « Elle porte des bottes » et à droite « Elle lit pour moi ». Ce portrait de Montezuma va maintenant nous servir de transition. En 1521, Cortés, conquérant, gagne, Montezuma meurt et le royaume aztèque s'effondre. Le christianisme, que Montezuma avait refusé, s'impose et la ferveur se développe. En 1531, 10 ans après la mort de Montezuma, un jeune paysan converti, qui s'appelle Juan Pedro, sur une colline près de Mexico, voit la Vierge qui s'adresse à lui. Il y aura 4 apparitions, et la dernière, qui viendra à bout des réticences de l'évêque, lequel demande des preuves à Juan Pedro, cette dernière apparition est la plus belle. La Vierge demande à Juan Pedro de cueillir des roses qui apparaissent soudain dans cet environnement aride et de les emporter dans son manteau de berger. Quand il arrive dans son village et qu'il ouvre son manteau, c'est un portrait de la Vierge qui est visible. Cette relique, un dessin qui n'a pas été fait de la main de l'homme, akeiropoiet, comme on dit en théologie, et ce lieu de pèlerinage sont devenus ensuite, à partir du XIXe siècle, le symbole même du Mexique. Une majorité de Mexicains, y compris vivant par exemple aux États-Unis, sont très attachés à cette figure qui enracine la religion chrétienne dans leur pays. Alan Sanchez a peint plusieurs séries de Vierges de la Guadeloupe. Il y inscrit et souligne la présence de la Vierge dans son pays en multipliant par exemple des signes dans le décor. À gauche, en se référant à une étymologie qui veut que le mot Guadeloupe vienne d'une expression de la langue populaire qui signifierait cela, la Vierge écrase la tête d'un serpent diabolique. Il y a un cactus,
mais aussi des papillons monarques migrant du nord par millions. Un autre signe, la forme du nez de la Vierge, qui rappelle une représentation fréquente dans la civilisation aztèque. Au centre du drapeau mexicain actuel, dans un médaillon, figure un aigle qui enserre un serpent. Parmi les peintres pour lesquels Alan Sanchez a une grande admiration et dont il a appris la manière de peindre, le clair-obscur, il y a le Caravage. Ce tableau réalise une synthèse entre un tableau du Caravage dont il reprend la composition et l'enracinement mexicain de la foi chrétienne. À droite, sous la main de Joseph, du maïs. Jésus est habillé et porte une écharpe avec les couleurs du drapeau mexicain. Si l'on se reporte au tableau de Caravaggio, on retrouve bien sûr la composition. Ce serait intéressant de les poser côte à côte, virtuellement. Dans Récit de vie, précédemment, nous avons vu Alan Sanchez affronter la représentation des conflits, des hiatus entre les corps, dans les passions de couple. À travers une figuration traditionnelle, l'ange mexicain, il a exploré quelle image donnait des conflits internes à chacun. La vie intérieure, dialectique irrésolue de la vie pulsionnelle et de la raison, lutter contre ses propres démons, ou, si on préfère, être et paraître. La série était exposée dans une galerie du quartier Montparnasse à Paris. Une responsable de la maison Hermès l'a remarqué et a proposé d'en faire le carton d'un foulard de la marque, des carrés Longchamp en soie. Le foulard a été réalisé et vendu en 500 exemplaires, collector bien sûr. Nous allons maintenant, grâce aux photos qu'Alan Sanchez a prises pendant la création de certains tableaux, voir les étapes principales de son travail. Voici le premier état d'un tableau, intitulé Deux sœurs, au moment où viennent d'être seulement tracées les lignes principales du dessin. L'idée principale de ce sujet, ce sont les mains, la disposition des deux mains de chacune des deux sœurs. Les mains sont au centre, mais Alan Sanchez met assez vite en place ce qui constituera le décor et pousse les deux sœurs au premier plan. Les couleurs provisoires sont encore au stade de l'ébauche. Troisième état, toutes les lignes, y compris du plissé et les enroulements autour des mains, sont en place. Les couleurs vont apparaître progressivement en rapport les unes avec les autres. Les deux sœurs, leurs mains, leurs couleurs, leur décor, leurs sentiments et le nôtre. Autre exemple de composition avec deux personnages féminins, elles sont assises dos à dos. Ici, le premier tracé marque les courbes sinueuses qui les joignent en haut et les séparent en bas, le creux des reins, pas tout à fait symétrique. Le deuxième état photographié pourrait déjà satisfaire beaucoup d'entre nous. La relation entre les personnages est stabilisée, mais elle flotte un peu dans le vide. La dernière étape consistera à leur donner un fond, un horizon, un sol qui les situe aussi culturellement. Le tableau est terminé. Les deux sœurs se tournent le dos, elles ne sont pas collées l'une à l'autre. Il y a bien cet espace qui a été le point de départ du dessin, mais l'appui de l'une sur l'autre représente bien le lien de confiance ou de confidence même qui les unit dans leur solitude partagée. Les carnets d'esquisses, de croquis. Pour Alan Sanchez, le dessin est une activité fondamentale, constante au fil des années, et quelle que soit la série de tableaux acryliques ou huile en cours de façon parallèle. Et puis il y a aussi des dessins qui sont entrepris à part entière, comme des tableaux. Deux dessins au crayon de sources apparemment différentes. À gauche, un dessin d'observation, comme on le pratique dans les cours d'école d'art. Le pot, la table, la nappe sont présents devant les yeux du dessinateur. Dans l'autre, c'est une photo qui est l'objet de toutes les intentions. Alan Sanchez la traite comme une nature morte. Il l'observe et respecte non seulement les formes, les proportions, mais les volumes, les ombres, et ici, sur cet exemple, le flou de l'arrière-plan. La mise en parallèle des deux montre aussi l'importance de la notion de temps. Dans ce genre de dessin de l'immobilité, de l'éternité de la nature morte,
et saisi de l'instant décisif de l'autre. Dans les deux cas, le temps du dessin est un temps très long, comme un travail de moine copiste. Meditation drawing, le contraire de action painting. Pour nommer cette série, j'ai proposé à Alan Sanchez le terme d'instant cristallisé. Mai 2024, nous voici dans l'atelier d'Alan Sanchez, dans la partie où il peint. Nous allons le retrouver dans la pièce voisine, son cabinet de dessin, où il travaille à partir d'une photo de l'acteur américain Gregory Peck. Une photo de tournage extraite d'un western datant de 1958. La photo a été reproduite en noir et blanc récemment dans Télérama à l'occasion d'un documentaire où l'acteur est présenté comme un gentleman qui a courageusement défendu les bonnes causes contre le macartisme, le racisme, la guerre du Vietnam. Avec la hache. Dans le film The Bravados, le personnage qu'il incarne est animé par l'esprit de vengeance après le viol et l'assassinat de sa femme et de ses enfants. Il poursuit et exécute de vrais faux coupables et à la fin, désarmé et décontenancé par toute forme de justice des hommes, il se tourne vers Dieu. Alan Sanchez reproduit la photo en utilisant 3 crayons de différentes duretés, 3H, HB et B, avec des passages répétés de l'un sur l'autre et des reprises. Le Colt, qui est d'un noir profond, est tout de suite abordé avec la mine grasse de niveau B. Chaque millimètre du dessin est l'objet de plusieurs passages. Toutes les nuances de gris apparaissent progressivement et sont relatives les unes aux autres. La photo est observée comme le serait une nature morte et se révèle sur le papier par des ajouts minuscules qui se développent par voisinage comme le font les cristaux de givre dans leur croissance arborescente. Ça, c'est le 3H encore, mine plus dure. Et comme ça, je peux fermer toutes les grains de le papier. Au total, un dessin comme celui-là, c'est à peu près combien d'heures? Ça, c'est, j'imagine, une bonne 30-40 heures. En réalisant cette reproduction, Alan Sanchez change le statut de l'image, la traite comme une icône, change sa valeur et l'élève au rang d'une œuvre d'art. Il demande qu'on s'y arrête un instant, que l'on prenne le temps de regarder. Chacun verra ce qu'il croit. À nouveau, 2 dessins de la série Rodeo, des souvenirs de l'enfance américaine. Une paire d'éperons, hissée au rang de still life, et l'instant décisif de la photo, avec ce cavalier suspendu en l'air pour toujours, et qui ressemble pour moi au baron de Munchausen, qui prétendait faire cet exploit à la force du poignet, en se soulevant de lui-même, en se tirant par le col derrière la tête, tout en tenant son cheval entre les jambes, magiquement dans une transcendance imaginaire. Ce qui est vraiment magique ici, c'est la reproduction minutieuse des flous, et s'il est encore possible de le dire, de toutes les nuances de gris.
Nous avons maintenant tous l'habitude de faire défiler sur l'écran du smartphone, d'un mouvement du doigt qui balaye l'écran, des dizaines et des dizaines de photos. Alan Sanchez cherche, dans cette série de petits dessins cinéma, dans des photos tirées sur papier, quelles sont celles qu'il serait intéressant de rapprocher l'une de l'autre par analogie ou par contraste, et de s'y arrêter. La guerre des étoiles côtoie la trilogie Apu, et le samouraï Alain Delon paraît encore plus immobile, en contraste avec la trapéziste des ailes du désir. Et pour finir, comme un bouquet final, l'explosion des couleurs dans la série récente des photos de vacances avec sa jeune fille Lorna. Des photos qui ont été tirées sur papier, agrandies au format de ce que devait être la peinture. Mais les couleurs sur la toile sont recréées, magnifiées. La laurière, à droite en arrière-plan, était sur la photo du goûter à la piscine une masse de feuilles vert sombre et vert très sombre, avec des ombres noires entre elles. Elle devient un chatoyant rideau multicolore et floral. À gauche, l'hyperréalisme amusant de la boue en plastique rose est accompagné là aussi d'une recréation chromatique de l'eau et du bord de la piscine. Pour conclure, nous avons la chance en 2024 de ne plus être sous le règne d'une unique esthétique dominante. Dans la période classique et académique, pendant très longtemps, il y avait une hiérarchie de sujets dignes d'être traités, et l'auteur lui-même intéressait peu. Puis le romantisme a inversé les choses, et l'ego du créateur a pris le devant de la scène. Songez à Courbet, qui s'octroie un pavillon à son nom dans l'exposition universelle de 1855. À l'époque moderne, au XXe siècle, à la fois la hiérarchie des sujets et la vanité des auteurs ont été oubliés pour faire place à un intérêt pour l'expression seule, le travail, la technique, support, surface, installation, collectif. Aujourd'hui, retrouvant l'équilibre sur tous nos appuis, nous pouvons oser dire que l'auteur s'exprime à travers son œuvre et qu'il exprime quelque chose en elle. Et n'oublier, si possible, ni l'auteur, ni le sujet qu'il exprime, ni sa façon de l'exprimer.